Yippee-ki-yay, motherfucker. Non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. C'est notre troisième émission aujourd'hui en mode quarantaine, donc la table ronde n'a plus que l'expression, n'est-ce pas? Mais je suis quand même bien entouré avec mes amis qui sont de l'autre côté de leur écran, de l'autre côté des internets. Manuelas, es-tu là? Oui Olivier, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Monsieur Lucien Alflans, es-tu là? Salut Oli, salut les gars, ouais. C'est merveilleux la technologie. Et Julien Rombaud. Oui, bonjour tout le monde. Bonsoir Julien. Alors messieurs, l'heure est grave. En tout premier lieu, il faut quand même qu'on se mette d'accord sur une chose concernant l'émission de ce soir. Dans le film de ce soir, il y a un acteur américain qui a un certain charisme, qui a une certaine carrière aussi. Mais je vous propose tout de suite qu'on se mette d'accord sur la manière de prononcer le nom de cet acteur. Est-ce qu'on doit dire Nick Nolte, Nick Nolte ou Nick Nolte? Nick Nolte. Moi je vote pour Nick Nolte aussi, et si on peut le faire avec l'accent italien, je suis pour. J'espère qu'il sera juste à la hauteur du sien dans le film, quoi. Très bien, donc je pense qu'on va parler d'accent italien ce soir, donc Nick Nolte, un accent italien, peut-être que vous avez déjà une petite idée du film dont on va parler. Donc ce soir nous parlons de Lorenzo, aussi connu sous le nom de Lorenzo's Oil, un film de George Miller, sorti en 1992. Un film plutôt passé inaperçu par nos contrées à l'époque, aujourd'hui redécouvert grâce notamment au retour de hype de George Miller, le réalisateur, faut-il le rappeler, de Mad Max Fury Road et des 3 autres Mad Max avant. Une ressortie de ce film, donc Lorenzo's Oil, est prévue en combo DVD Blu-ray dans une copie restaurée en haute définition chez l'éditeur Elephant Film. C'était prévu pour le 19 mai, je pense. J'espère que ce sera maintenu, ou enfin bon, bref, en tout cas, ça, il y a une petite actualité autour du film. Alors, pour resituer le film dans son contexte, nous dirons que lorsque George Miller entame la production de ce film, cela fait 5 ans qu'il n'a pas tourné, suite à l'expérience difficile qu'il a eue face aux exécutifs de la Warner Bros. Sur son premier long-métrage américain, Les Sorcières d'Eastwick, en 1987. Entre-temps, donc, un peu dégoûté de l'industrie hollywoodienne, il est retourné dans son Australie natale où il s'est principalement illustré en tant que producteur, notamment sur Le Calme blanc de Philip Noyce en 89, qui révéla une jeune actrice du nom de Nicole Kidman. Vous ne le savez peut-être pas, mais George Miller est aussi diplômé de médecine, et alors qu'il est en Australie, il découvre dans la presse le récit des époux Augusto et Michaela O'Donnell, et de leur lutte pour soigner leur enfant atteint d'une maladie rare et incurable, l'ALD, une maladie qui s'attaque à son système nerveux et à son cerveau, donc à l'enfant des époux O'Donnell qui s'appelle Lorenzo. George Miller va coécrire le scénario avec Nick Enright, un dramaturge australien dont ce sera la seule collaboration pour le milieu du cinéma, et il va refuser les premières offres des studios américains sous prétexte qu'il souhaite le budget costaud de 30 millions de dollars pour accomplir sa vision. Et de plus, il souhaite être lui-même producteur associé au film pour en garder le contrôle. Au casting, George Miller retrouve Susan Sarandon, déjà dans Les Sorcières d'Eastwick, après que Michelle Pfeiffer, initialement pressentie, s'en soit allée vers le plateau de Batman Returns. Et on retrouve Nick Nolte, donc, qui est alors au top de sa carrière. Après, il vient d'enchaîner en fait Cape Fear de Martin Scorsese et le gros succès public du pudding Le Prince des Marais de Barbra Streisand. On retrouve aussi au casting Peter Ustinov, une légende du cinéma britannique et de la télévision britannique également. Ce sera la première collaboration de George Miller avec le chef opérateur John Seale, qui a beaucoup travaillé avec Peter Weir auparavant, et qui travaillera après avec Anthony Minghella ou John Boorman, avant de retrouver George Miller pour Mad Max Fury Road, soit le dernier film de George Miller en date. Mais messieurs, ça va être à vous de parler, et vous allez me dire ce qui sépare Lorenzo du drama soap du dimanche après-midi sur M6 que son pitch laisserait craindre. Alors, ce qui, pour moi, du coup, le sépare des soaps et du dimanche après-midi, c'est dans la distance et l'équilibre que trouve George Miller avec son sujet et avec son personnage. C'est-à-dire que, effectivement, c'est un film très éprouvant,
très glaçant parfois, très très dur à voir, mais dans l'équilibre qu'il met, c'est-à-dire qu'il c'est jamais pathos et que c'est jamais démonstratif ou démago, justement parce que il n'est pas voyeuriste. Il y a des scènes, comme je l'ai dit, qui sont difficiles à voir. Il y a des scènes qui sont des images qui restent en tête, qui peuvent rester en tête longtemps. Mais il s'intéresse pas vraiment à montrer le côté fric, même s'il existe et qu'il est sous nos yeux, mais surtout aussi à montrer le combat des parents, le combat d'une mère et d'un père qui sont prêts à tout pour avancer les choses. C'est en cela, c'est presque un film d'action dans la manière dont ils ont de se bouger le cul pour trouver un remède à leur fils et non pas d'attendre. Et je vais dire que cette vivacité, cette envie de faire quelque chose et non pas cette attente, plutôt que d'être dans l'attente ou de subir les événements, fait que ça le démarque justement d'un film où on pourrait attendre les larmes, le problème, etc. Les personnages sont toujours actifs. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, et désolé de commencer par un désaccord. C'est sur cette distance que tu vois dans le film entre le propos de Miller, je vais dire, et les parents. Pour moi, justement, un des intérêts du film, c'est vraiment ce choix de nous mettre à hauteur des parents, quitte à nous mettre, nous, en tant que spectateurs, dans une situation qui est vraiment délicate et même douloureuse. Et la manière même dont il va filmer, parce que le film, évidemment, parle de médecine et montre vraiment un corps un cerveau en l'occurrence, un système nerveux, mais qui va agir sur un corps et qui va vraiment l'abîmer, le nécroser, on pourrait dire. Il va appliquer le même traitement aux parents, et en fait cette douleur qui est avant tout morale chez les parents va attaquer leur corps, et d'une certaine manière ça va presque avoir un impact sur nous en tant que spectateurs dans sa manière de nous mettre à la même hauteur que les parents. Et là-dedans il prend vraiment soin de jamais dissocier la douleur morale de la douleur physique. Et je trouve ça super intéressant. Ça lui permet aussi, dans cette manière, de ne pas nous distancier des parents, de nous mettre à la même hauteur de connaissance qu'eux au début. Ouais, ça, c'est super intéressant, parce qu'en fait, le problème médical est évidemment éminemment complexe, et en nous mettant vraiment au même niveau de connaissance que les parents, il parvient à nous faire comprendre en fait un peu cette maladie au fur et à mesure du film, alors même que les parents eux-mêmes étudient et apprennent sur la maladie. Et en fait, il va vulgariser tout ça sans se vautrer, on va dire, dans le didactisme. Et il va même, à certains moments, se permettre, je termine juste ça et puis je te rends la balle, mais il va même se permettre à certains moments d'utiliser vraiment purement le cinéma, le visuel pour vulgariser ce propos-là. Et justement, moi je trouve, je reviens là-dessus, mais ces choses-là annule toute distance avec ses parents, nous met au plus proche d'eux, et c'est ça qui rend le film si âpre et c'est difficile à regarder simplement. Non mais en fait, ouais, effectivement, en fait je suis d'accord avec ça. La nuance que je veux injecter, ce que je voulais dire, c'est que quand je parle de distance, c'est aussi quand je parle de position, en fait. En fait, je suis d'accord qu'on soit toujours avec les parents. Je parle de position vis-à-vis de la maladie du fils et vis-à-vis de ne pas être dans je disais attentisme tout à l'heure, dans une position statique ou dans une position de regarder le malheur ou la tristesse ou la maladie évoluer sans pouvoir rien faire. C'est là que je parlais de distance. C'est dans la manière d'être actif par rapport à la maladie. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis, parce que justement, il y a une scène que je trouve magnifique, qui est quand on apprend aux parents la maladie de l'enfant, qu'on leur explique ce que c'est, et c'est avec des toutes petites choses très simples qui se révèlent en fait être très brillantes, juste des petits choix de montage où justement il reste beaucoup focus sur les parents, donc sur Nick Nolte et sur Sarandon, et comment ils l'apprennent et comment ils se prennent la vérité crue en pleine face. Et justement, alors il y a des champs contre champs, il donne aussi à voir le médecin, mais le médecin n'est pas beaucoup filmé, il y a des longs plans fixes sur eux, et du coup on est totalement projeté avec eux. Donc là, je te rejoins, on est totalement plongé avec les parents, oui, ça c'est sûr. Bah, ce qui est aussi assez intéressant dans ce passage entre l'enfant et les parents, c'est qu'en fait, l'enfant il est présent dès le début du film, dans cette séquence qui se passe aux Comores, et qui sert de générique au film, où on voit les différents membres de l'équipe qui s'inscrivent à l'écran. Et c'est déjà en fait la seule séquence où l'enfant va bien. C'est la séquence où il est à l'étranger, où il n'est pas en présence des parents. À ce moment-là, la seule vision qu'on a des parents, c'est la représentation qu'en fait Lorenzo à travers un dessin qu'il souhaite offrir à son ami Omori.
Et dès qu'on débarque sur le sol américain, dès le premier plan, qui est un plan de présentation de la mère de Lorenzo, il y a la maîtresse qui s'approche, elle questionne la mère sur le comportement de Lorenzo. Déjà, on sait que quelque chose ne va pas, et c'est quelque chose qui est redoublé au moment de la présentation du père, qui arrive en voiture en écoutant de la musique, et le plan est interrompu par les cris de Lorenzo, et on voit le personnage de Nick Nolte qui rentre dans la maison, et c'est littéralement filmé comme un film d'horreur, avec un mouvement d'appareil, le regard porté par Nick Nolte sur la scène, et en fait, ce basculement dans l'horreur, quand on connaît déjà le film, du moins, c'est pas quelque chose qui m'avait frappé autant la première fois. Ce basculement, il est déjà amorcé et annoncé dans la séquence d'intro, pourrait presque faire penser à la séquence d'intro de l'Exorciste, parce qu'on a en fait ce personnage d'Omori qu'on connaît pas encore, que l'on découvre en train de sculpter une dague en bois. Et pendant un instant, on peut presque penser que s'agit d'un objet porteur d'une malédiction, de quelque chose qui est un sort qui est jeté à quelqu'un. Et en fait, c'est quelque chose qui est désamorcé dès l'arrivée de Lorenzo, puisque on va découvrir que la réalité est tout autre, puisque Lorenzo s'adresse en dialecte à Omori, que Omori lui adresse un sourire. Mais déjà dans cette introduction, Miller te met déjà en lumière tout un aspect de son film qui est cette balance entre d'un côté une certaine rationalité qu'on va retrouver aux États-Unis et ce rapport beaucoup plus magique qu'on a aux Comores. Moi, c'était la première fois que je voyais le film et bon, au-delà du fait que, en effet, c'est un film sur le combat et c'est ça qui fait que, c'est en grande partie ça qui fait que c'est pas un soap opéra. Ce qui m'a passionné dans le film, c'est que c'est un film qui multiplie les allusions religieuses. Donc tu viens d'en parler, ce truc mystérieux au début, ou comme une espèce de cérémonie un peu vaudou ou que sais-je. Enfin, c'est pas vaudou puisque c'est aux Comores, mais bon, un peu tribal. Il y a la très forte présence de la religion catholique. Il y a énormément de plans qui sont en plongée extrême puisque les Haudonnais sont catholiques. Il y a l'islam. Il y a les docteurs quelque part qui sont représentés aussi comme des espèces de nouveaux savants à qui on met tout entre les mains. Et en fait, le film, ce qui est passionnant, je trouve, dans le film, c'est que il va multiplier comme ça les pistes religieuses, ou en tout cas l'ancrer dans une espèce de fondement spirituel, alors que au fond, ce que le film raconte, c'est que l'humain, l'action humaine de Nick Nolte et de Susan Sarandon, avec leur capacité de personnages de la classe upper middle class, vont réussir malgré tout, vont devenir victorieux par la seule force de leur volonté. Et en fait, le film raconte que l'humain est plus fort en croyant en lui-même que la somme de toutes ces croyances. Je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. D'abord sur en effet le rapport avec The Exorcist. C'est la première fois que ça me frappait à ce point-là. En effet, la manière dont en dehors de cette ouverture, la manière dont il fait intervenir des codes du cinéma d'horreur, il y a vraiment des scènes avec l'enfant, la mère et l'enfant, on pourrait croire à des scènes d'exorcisme. Il y a des moments où la mère, on pourrait la voir comme possédée par cette douleur. Il y a des scènes vraiment où Nick Nolte est filmé comme le scientifique fou de Frankenstein, comme le docteur Frankenstein, quoi. Il y a la maladie monstrueuse, il y a tout le mysticisme en effet qui est lié aux Comores. Il y a même à la fin, je trouve, il filme la foule des parents face au corps médical, un peu comme des zombies prêts à bouffer leur proie. Il va vraiment utiliser tous ces codes-là de manière hyper intéressante. Et une des grandes intelligences du film, c'est d'adapter vraiment sa mise en scène et presque même le genre utilisé à chacune des scènes du film. Pour moi, ça crée une sorte de florilège d'émotions, et c'est ça qui rend le film si fort. Parce qu'on pourrait littéralement dire que il s'agit d'un mélo thriller, matinée d'horreur. À certains moments, c'est presque découpé comme un film d'action. Et ça, c'est super intéressant. Alors, je sais pas si je peux continuer sur un... L'aspect mélo, je suis pas sûr qu'il soit si présent que ça. T'as des émotions qui sont exacerbées, ouais, ok, mais t'es toujours dans une retenue, dans quelque chose de contenu, parce que ce qui compte avant tout, c'est vraiment d'avancer. C'est un mélo inversé en fait, c'est-à-dire qu'il va vraiment de la perte de tout horizon vers un espoir, ce qui est un peu presque l'inverse en général des mélos classiques. Et ça, je trouve ça vraiment super fort, super intéressant. Je trouve qu'effectivement son intelligence, c'est aussi que sa mise en scène est constamment toujours au service du film, et que quand il doit être
plus sobre et plus invisible, la mise en scène, quand ça parle de science, quand ça cherche autour des remèdes, des débats, des solutions pour avancer, elle est très sobre, alors qu'effectivement, il y a des images, tu l'as dit, qui sont presque incrustées d'horreur, comme les gros plans de Nolte quand il découvre le livre, quand il tombe dans les escaliers, etc. Le gamin, quand on voit qu'il commence à tomber de vélo, etc. La mise en scène est beaucoup plus déséquilibrée, il y a des plans qui sont pas forcément droits, il y a des choses, effectivement, comme je le disais au début dans ma première intervention, de confrontation où là, pour faire affleurer l'émotion, il y a quelque chose de très frontal et de très fixe. Et quand je parlais de pudeur tout à l'heure, c'est par rapport justement notamment à cette scène où le gamin tombe en vélo et où il va justement par un mouvement de caméra aller le chercher par la fenêtre, lors d'une fête de famille, aller chercher le gamin par la fenêtre et non pas justement nous donner à voir la chute ou nous donner à voir l'accident, le problème, mais comment par la mise en scène il arrive à nous faire comprendre que le gamin chute. Ça aussi, pour moi, c'est une des preuves. J'aime beaucoup cette utilisation de la fenêtre dans cette scène-là aussi. Je trouve que c'est tout le génie de Miller. Il va utiliser en fait les décors pour rendre compte de l'intériorité des personnages. Et il va faire ça tout le long du film, entre autres dans cette scène-là. En effet, Oli parlait des églises. Alors l'église au début du film, comme l'église romaine en fin de film. La bibliothèque qui est filmée de la même façon. Ouais, mais de la même façon, qui porte peut-être pas exactement le même propos, mais le ciel étoilé qui est porteur d'espoir, l'immensité en effet de la bibliothèque qui montre tout le travail que ça représente, les hôpitaux qui coupent du monde extérieur. Il y a plusieurs plans comme ça absolument géniaux où ils sont dans des hôpitaux et on voit presque de manière translucide le monde qui continue à tourner à l'extérieur, un peu comme la maison aussi est filmée comme ça, comme une sorte de vase clos qui les coupe du reste de la vie en fait, qui les enferme dans ce combat et dans cette mort là. Et ça, c'est juste qu'il y a un plan que je trouve absolument fabuleux, qui est en début de film, qui est le plan dans l'église un des plans dans l'église dont parlait Olivier, en très forte plongée, où on montre vraiment la transmission des idées et du savoir qui va créer une illumination totale de l'église à travers un personnage qui allume une bougie et puis ils se font passer la flamme. Là je tire peut-être un peu loin, mais moi en revoyant le film deuxième fois, ça m'a vraiment frappé, qui fait aussi un peu le lien avec la chaîne des acides gras dont il est beaucoup question dans le film, et vraiment ça m'a frappé visuellement. Je me suis dit c'est super malin de créer cette association d'idées là. Ce qui est intéressant, moi je trouve à plusieurs niveaux, pour revenir sur cette scène là qui est une scène clé pivot où il va découvrir pourquoi quelque chose ne fonctionne pas, et donc avec ces deux chaînes tu parles de quelle scène? La scène en fait du cauchemar de Nolte, où en fait il va avoir ses révélations. Ah ouais, je parlais pas de celle-là, mais il y a ça aussi. Qui est celle des deux acides gras, où en fait il se retrouve projeté avec ces deux. Il a composé deux chaînes d'acides gras avec des trombones, et en fait il trouve la solution. Ce qui est génial, il trouve la solution dans son cauchemar. En fait, au plus profond de lui, non pas dans des livres de science, non pas dans la parole des docteurs, etc. C'est ça qui est assez génial dans le film, c'est que en fait, à partir d'une histoire vraie, d'un récit qui n'est pas celui de Miller, comment en fait on retrouve tout son cinéma se reconstitue dans Lorenzo. On peut faire le parallèle, notamment ce parallèle de la chaîne. Il est évident, on a une scène qui fait écho dans Mad Max Fury Road. Il y a cette même idée dans Mad Max Fury Road aussi, de que une fois qu'on est allé jusqu'au bout, qu'on a continué cette fuite, il va falloir retourner au départ pour régler les vrais problèmes. Et c'est la même chose avec cette idée à un moment de suivre les différentes thérapies pour Lorenzo, et puis à un moment, non, c'est nous qui allons régler ces affaires-là, on va prendre les choses en main. Et donc c'est assez intéressant de voir le nombre d'échos que ce film-là porte avec une grande partie de la filmo de Miller. Comment à partir d'une histoire vraie, pas d'un fait divers, mais presque, comment il a tiré un film éminemment personnel. C'est pas justement pour le coup, c'est en ça que c'est pas aussi un drama en tant que tel. Ouais. Et là-dedans, enfin tout ce que tu dis, ça va aussi évidemment de pair avec la volonté qu'a toujours Miller de faire, dans ce cas précis ici, de faire de ce parcours intime une véritable odyssée, presque une fresque. C'est le cas dans tous les films de Miller. Pour faire un pont entre ce que je dis là maintenant et ce que disait Manu plus tôt, moi je trouve l'idée en fait de débuter dans les Comores absolument géniale, parce que au-delà de tout ce qu'on a déjà dit dessus, il va plus loin en ramenant
j'ai oublié son nom, mais le Comorien Omori, Omori à la fin. À travers ça, pour moi, Miller se place. En fait, on sait où. Géographiquement et d'un point de vue plus mystique, on va dire, Miller place la naissance et la continuité de la vie, et c'est ça, je trouve ça brillant. Et j'y reviendrai plus tard, mais construire ça en permanence contre un système occidental. Et je trouve qu'il y a même en dehors de tout ce dont on parle sur le film, il y a même une lecture à ce niveau-là qui est une charge contre un fonctionnement sociétal ou systémique, quoi. En tout cas, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé à juste titre parce que c'est le fond du film, du combat, mais c'est quand même aussi effectivement un film qui finalement donne, j'ai envie de dire, une patate parce que c'est porteur d'espoir et parce que cette fin est absolument magnifique. C'est en ça que le film est constamment en action, comme je le disais au début, et qu'il est constamment porté vers l'avant, et il y a une foi inébranlable en l'homme, en l'humain, et à la façon à la nécessité d'avancer, quoi. Et cette idée très nietzschéenne de comment la douleur pousse au surpassement, quoi. Mais moi j'ai été extrêmement surpris par cette fin parce que je me suis dit justement pendant tout le film c'était dur, il y avait des scènes qui sont insoutenables, hein. Il y a des scènes qui sont rythmées quelque part par le râle de Lorenzo qui s'étouffe dans sa salive, et ça dure et ça dure et ça dure, et c'est vraiment très difficilement soutenable pour le spectateur. On éprouve vraiment de la douleur physique dans ces scènes-là. Mais moi j'ai été extrêmement surpris par le dernier acte du film, quoi. Vraiment, je m'attendais à un déploiement je m'attendais à fondre en larmes, mais en effet, comme dit Julien, c'est un film qui va plutôt vers la lumière, et c'est un film qui m'a finalement redonné foi dans les capacités humaines, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. C'est en ça que je parlais de mélo inversé, parce qu'en fait les larmes elles viennent au début. Je sais pas si tu as vraiment des larmes, mais t'es toujours la gorge nouée, c'est toujours sous tension. Et bon, c'est je crois un exergue du film. Seule la vérité de la vie se trouve dans le combat. Je sais plus exactement les paroles exactes, mais c'est en ça que le film est très beau. Et ce qui est aussi assez intéressant, t'en as pas parlé, je crois, dans le tout début, quand tu parlais du contexte du film, Olivier, c'est qu'à l'origine ça devait être, je crois, Andy Garcia qui devait interpréter le rôle du père O'Donnell, et Andy Garcia était pas à l'aise avec l'idée d'avoir un personnage féminin qui soit plus guerrier que le sien. Et donc c'est assez intéressant de voir ça, parce que c'est aussi, pour le coup, pour encore filer la comparaison avec Mad Max Fury Road, on a un peu ce même procédé dans Fury Road avec le personnage de Furiosa qui est beaucoup plus à l'avant-plan que le personnage masculin de Max. Là, ils le sont tous les deux. Ils le sont tous les deux, mais c'est elle est tout le temps extrêmement droite. Lui est toujours voûté, se met un petit peu il montre plus de sa côté. douleur qu'elle. Ouais. Il est plus dans la négociation, là où elle est dans une position de combattante. Elle est une guerrière elle rentre dans l'art des médecins. Je veux dire, elle n'épargne pas les médecins sur la cruauté, en fait, et leur système, comment eux se comportent vis-à-vis des patients. Elle est vraiment revendicatrice. Ouais, mais c'est pas vrai qu'elle est toujours quelque part qu'elle a toujours maître par rapport, enfin plus dans le combat que lui, parce que justement, notamment cette scène qui vient après le très très long râle de Lorenzo, Nick Nolte va surprendre une petite phrase que Susan Sarandon va laisser aller dans l'oreille de son fils, et c'est là que lui il va avoir un regain pour justement continuer le combat. Donc en fait c'est un truc qui s'équilibre tout le temps, et c'est quelque chose qui est je trouve, pour moi c'est vraiment là encore une fois que le film se transforme en Odyssée de l'intime, et qui va beaucoup plus loin que tous les soaps. C'est que il y a toujours des solutions visuelles dans ce film. C'est un film qui est extrêmement expressionniste, que ce soit dans les cadrages débulés, dans les effets de photographie qui est extrêmement contrasté, dans le jeu des acteurs, surtout particulièrement Nick Nolte qui est plutôt en sur-régime, les très fortes plongées, il y a des références picturales sans cesse, des mouvements d'appareil. Je veux dire, ces 30 millions de dollars, ils sont partis dans quoi ? Ils sont partis dans le fait que je sais pas quelle maison ils ont trouvé pour faire des mouvements de grue aussi impressionnants dans un petit intérieur comme ça. Alors que c'est un film qui se passe dans
très peu de décors et qui sont dans des décors confinés, il va à chaque fois trouver des solutions pour dynamiser son récit et le rendre constamment excitant visuellement et surtout signifiant visuellement, et notamment dans des trucs qui sont hyper rendus accessibles en effet au public qui est au même niveau que les parents, comme vous le disiez au début de l'émission, avec ce truc du tableau noir et de l'évier, ou avec ce truc de la chaîne de trombone qui en effet est hyper payant, quoi. Il faut pas oublier qu'effectivement, on nous montre leur combat, mais on nous montre aussi ce que ça implique et ce que ça change entre eux, vis-à-vis de l'infirmière, vis-à-vis des gens qui l'entourent, vis-à-vis de beaucoup de gens. Donc, effectivement, il y a quand même cette notion, j'ai l'impression, de devoir éprouver, se surpasser. Ah, il y a un côté doloriste, ouais. De sacrifice et ouais, ça c'est clair, mais c'est là aussi tout le rapport qui est tissé avec la religion, etc., qui est super intéressant. Ouais, c'est pour ça qu'il y a ce parallèle avec la religion, parce qu'en fait, plus que de religion, il est question de spiritualité, parce qu'en fait, au final, ce que va faire le personnage de Suzanne Sarandon, elle va continuer constamment à lire des livres à son enfant. Il y a une scène notamment de confrontation avec une des infirmières où elle lui dit, lisez-lui un livre, il aime bien les mots, et là, elle retourne à la maison et l'infirmière est en train de lire en mode télégraphique Hansel et Gretel, et ça clash avec, et elle lui dit mais il faut soigner autant son corps que son esprit. Et c'est là que le film est très beau dans cet aspect intimiste. C'était cette idée aussi que en fait le corps ne pourra être réparé que si l'esprit l'est aussi. Et qui va aller jusqu'à une autre scène absolument clé en fin de récit où elle va finir par lire, elle va déposer les bouquins qu'elle avait habitude de lui lire pour prendre la quête du roi Arthur, quoi. Donc dans le genre symbolique aussi, on se place là. Mais finalement, on n'a pas parlé de l'accent italien de Nick Nolte. Ce qui est marrant, c'est que oui, il est en sur-régime sur cet accent-là, mais on pourrait peut-être tacler le film sur cet aspect-là, mais en tout cas, ce qui est fascinant, je trouve, c'est que malgré ça, t'es à fond avec lui. Malgré ses tics, malgré tout ça, il n'y a vraiment pas de distance vis-à-vis du personnage, et en plus ça s'ajoute au fait que c'est quand même un film, comme tu le disais, extrêmement travaillé, avec une scénographie, des mouvements d'appareil, des déplacements de comédiens extrêmement précis. T'oses même pas imaginer le nombre de marquages au sol que tu devais avoir pour se déplacer. Et pourtant il est toujours d'une justesse extrême, je trouve, dans son jeu. Moi je le trouve absolument jamais gênant, cet accent. À aucun moment il me gêne. Alors moi, je plaide contre l'accent. Enfin non, c'est pas. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Manu, parce que à chaque fois tu raccroches au personnage, mais fréquemment dans le film, l'accent me fait un peu sortir, quoi. Je me dis oh putain quel accent. Mais je me suis dit aussi voilà, il devait bien y avoir des acteurs italiens ou italo-américains valables à l'époque, mais en effet ça devait être aussi par exemple. Mais ça devait être aussi une espèce de deal avec le studio d'avoir un acteur qui soit bankable, j'imagine. Je crois que pour jouer dans ce niveau d'intensité et de sur-régime dont on parle, il a forcément dû monter un peu les curseurs, et ça passe aussi par son accent qui est certes un peu trop appuyé, mais effectivement, je trouve que dans l'énergie dans laquelle il est, on est effectivement toujours avec lui. Non, mais le côté truculent, je pense qu'il est volontaire. Je sais pas comment était le personnage dans le vrai O'Donnell que Miller a rencontré, mais à mon avis, ça a dû l'influencer dans la construction du personnage de Nick Nolte, parce que quand il cuisine, quand il fait les pâtes, etc., il y a aussi quelque chose de too much, mais qui fonctionne, enfin, qui pour moi crée un personnage qui existe vraiment, qui est un personnage comme on peut en rencontrer pour du vrai, quoi. Et c'est ça, quand tu parles justement des pâtes, j'oubliais ça, c'est quand on parlait de ce degré vraiment intime où à un moment on va arrêter d'écouter la parole des médecins qui ont un autre agenda, qui est un agenda en fait un peu politique, puisqu'ils sont tous isolés de leur côté, chacun avec des intérêts annexes et pas forcément ceux que vont avoir les parents vis-à-vis de leur enfant. En fait, la solution qu'ils vont trouver, elle se trouve quasiment dans les origines italienne du personnage, puisque ça va être dans de l'huile d'olive, quoi. En fait, tout fait sens, parce que la manière dont Miller construit ce fait divers comme un récit mythologique d'initiation, en fait tout s'imbrique et tout fait sens dans un rapport hyper intime. Non, mais c'est-à-dire que ouais, on est chez Miller, donc tout ce que tu vois à l'écran va porter un sens. Je voudrais revenir sur un truc qu'on évoque depuis tout à l'heure sans jamais en parler clairement, c'est vraiment le regard qu'il a sur le fonctionnement du corps médical, qui est vraiment fondé sur une économie fermée, ne fonctionnant que sur des capitaux et jamais sur l'individu. Et
Et en fait, Miller va même plus loin en tissant sciemment un lien avec la société américaine et occidentale en général à travers à plusieurs reprises le discours du père sur ce monde contemporain, entre autres quand il parle de faire revenir, j'ai encore oublié son nom, Omori, et il lui dit mais on peut pas le faire venir dans un monde qui fonctionne comme ça. Et là le parallèle est tissé aussi. Au dernier classique, Lucien disait qu'on pouvait montrer le film à des étudiants en cinéma de Bride with White Hair, et ici je me suis dit, en fait il y a un mouvement de caméra qui en 10 secondes nous donne à voir tout le combat des parents, tout l'acharnement, toute l'envie des parents de trouver des solutions. On est dans une salle de réception où on voit Nick Nolte qui essaye d'argumenter, de discuter, de convaincre un médecin de bouger et de tout mettre en œuvre pour Lorenzo, et un travelling en plongée qui passe de gauche à droite. On passe au-dessus d'un couloir d'hôpital avec justement le danger, les patients, et on va sur la droite encore dans une autre cloison où on voit Sarandon au téléphone qui essaye, elle, de discuter avec un chimiste ou un médecin, je ne sais plus exactement, et qui essaye d'elle aussi de trouver des solutions. Donc on a les deux personnages, on a le combat des deux, et on a au milieu le danger, en tout cas la menace. T'as tout à fait raison, hein. Et en plus dans cette scène-là, la scène où ils ont convoqué ce symposium, là, cette grande réunion internationale de médecins, il y a un médecin qui leur dit qu'il a trouvé la solution pour remplacer les acides gras, ces acides gras qui posent problème, avec un certain type d'huile. Mais voilà, ça serait trop compliqué d'aller plus loin, car ça serait trop cher, trop difficile à mettre en place pour des essais cliniques. Voilà, tout le baratin. Et t'as Sarandon en face de lui qui lui demande juste: est-ce que vous avez essayé? Et là tu vois le médecin, la mine déconfite, qui est vraiment obligé d'avouer que non, il a pas essayé. Et directement t'enchaînes avec ce plan que t'as décrit, où justement elle va passer ce coup de fil et elle va essayer. Elle va pas en rester là, en fait. Cette scène-là, moi, elle m'a fait penser à Sidney Lumet, et entre autres peut-être parce que j'en ai revu beaucoup dernièrement, mais entre autres à 12 hommes en colère, et à une scène au tout début avec un mouvement de caméra similaire qui va un peu aussi, questionner les certitudes de certains des personnages du film, comme la caméra et Sarandon questionnent les certitudes de ces personnages dans ce symposium-là. Et peut-être pour finir sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué à propos du film, ou du moins assez peu, c'est que le film, en fait, il a été un échec en salle. Alors il y a peut-être différentes explications à cela. Peut-être que c'est dû au fait que les fans de Mad Max n'avaient pas forcément envie de voir un drama réalisé par le réalisateur de Mad Max, ou à l'inverse, le reste du public n'avait pas forcément lui aussi envie de voir un drama réalisé par le réalisateur de Mad Max. Il y a aussi sûrement son affiche absolument horrible qui a joué sur la réception du film. Mais il y a un truc, moi, que je ne m'explique pas, c'est comment, près de 20 ans plus tard, t'as un film français sur le même sujet, La guerre est déclarée, et qu'à ce moment-là, t'as un battage médiatique énorme, une presse dithyrambique pour un film qui est vraiment anecdotique, qui était vraiment à milieu de ce que raconte en degré d'intensité, d'inventivité, et surtout de cinéma, le film de Miller. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose que je ne m'explique pas. Ouais, la presse était dithyrambique, c'était la presse française, francophone en tout cas, autour d'un film français, et on sait un peu ce que ça représente en général, hein. Merci messieurs sur ces entrefaites assassins, sur la critique française. Je propose que nous en restions là. C'est un peu dommage quand même de rester. Non, c'est vrai qu'on aurait pu en rester sur le générique de fin, qui est quand même ce qu'il y a de mieux dans le film. Mais le générique de fin, c'est la seule chose qui ressemble au film La guerre est déclarée. Bah, c'est pour moi presque le seul défaut du film. Bon, eh bien, vous avez quand même réussi à faire un petit pont pour vous rattraper. Merci messieurs donc pour cette belle conversation. J'espère que le niveau sonore sera meilleur que les 2 fois précédentes et que nous aurons fait une belle émission. Merci de nous avoir écoutés, auditrices, auditeurs, et à très bientôt.